Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce nouveau webinaire Atlanchim Pharma qui, comme son titre l'indique, va être consacré au groupement protecteur de type benzyle, aussi bien pour la protection des fonctions alcool que pour la protection des fonctions amines. Alors, après une série de webinaires et de lettres scientifiques sur la chimie des hétérocycles, nous avons souhaité vous faire partager notre expertise sur tout ce qui concerne la protection des alcools et des amines par ce type de groupement. Et le choix de cette thématique a été aussi dicté suite à la publication de cette lettre scientifique au mois d'octobre et au retour qu'on a eu à propos d'un certain nombre de points qui ont été évoqués par les lecteurs, certain nombre de questions, et nous avons souhaité, à travers ce webinaire, vous mettre en lumière un certain nombre de problèmes que nous avons eus lors de la manipulation de ces groupements protecteurs. Et le choix que nous avons opté est le suivant, hein. Nous avons repris à travers des exemples de la littérature des problèmes inhérents à la manipulation de ces groupements protecteurs, en particulier tout ce qui concerne la coupure de ces derniers. Alors, du point de vue du plan qu'on a adopté, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est groupement protecteur pour les fonctions alcool, donc tout ce qui est éther benzylique. On verra par la suite, d'une manière très rapide, l'apport que peuvent avoir des groupements de type BOM dans la stratégie des groupements protecteurs dans le cadre des groupements de type benzylique. Et ensuite, on regardera tout ce qui concerne la protection des amines sous forme d'amines benzyliques. Et ensuite, on terminera bien sûr avec les groupements de type CBZ. Alors, d'une manière générale, quand on utilise des groupements protecteurs et tout ce qui est groupement protecteur de type benzyle n'y échappe pas, on a souvent des gros problèmes lors de la coupure de ces groupements protecteurs. Alors, je rappelle ici de manière très succincte les différentes conditions qui sont utilisées pour la coupure de ces derniers. Donc, d'une manière générale, quand on a des éthers benzyliques, eh bien, on peut faire des coupures par hydrogénolyse ou en utilisant des acides de Lewis. Quand on a des groupements protecteurs de type paraméthoxybenzyle, eh bien, c'est très largement le DDQ qui est utilisé. Et lorsqu'on a des groupements protecteurs de type benzyle, avec un benzyle sur lequel on a rajouté par rapport au paraméthoxybenzyle un deuxième groupement méthoxy dans cette position, et bien dans ces conditions, comme on le verra sur un exemple, on peut utiliser des milieux acides pour faire ces coupures. Alors, on va commencer à s'intéresser à ces groupements en commençant par le groupement de type éther benzylique. Et dans ce cadre-là, la première chose qu'on va examiner ensemble, c'est les différentes méthodes qu'on utilise pour introduire ces groupements protecteurs sur des alcools. Alors bien sûr, la méthode de choix qui reste encore énormément utilisée, c'est tout simplement la réaction d'éthérification de Williamson. Donc dans ce contexte, à partir de l'alcool à protéger, on va le traiter par une base forte. On va former dans un premier temps l'alcoolate, et cet alcoolate va réagir avec du bromure de benzyle, voire avec de l'iodure de benzyle, et d'une manière générale, l'iodure du benzyle est formé in situ, puisque si on utilise du bromure de benzyle, on va rajouter une quantité catalytique d'iodure de tétrabutylammonium. Alors ça, c'est une méthode, comme je soulignais, qui reste très utilisée, mais d'une manière générale, on se retrouve avec des milieux qui sont très basiques, et ce n'est pas toujours compatible avec les substrats qu'on a en main. Alors il y a un autre type de conditions qui sont cette fois-ci des conditions en milieu acide, en particulier quand on va utiliser ce type de réactifs, qui sont des trichloroacétimidates de benzyle, comme celui que vous avez sous les yeux. Et avec ce type de réactif, eh bien, on va rajouter une quantité catalytique d'acide triflique. Alors un acide bien sûr qui est très fort, puisque le pKa de l'acide triflique est de l'ordre de -14. Et dans ces conditions, on va protoner ici cet azote, qui va conduire à la formation de cet intermédiaire.
et cet intermédiaire va se fragmenter à ce niveau pour libérer ce cation benzylique. Et bien sûr, le cation benzylique qui est libéré va réagir avec la fonction alcool pour conduire à la formation de l'éther benzylique souhaité. Alors ça, ce sont des conditions qui sont intéressantes, mais là, on va se retrouver dans des conditions acides, et aussi, quelquefois, on peut avoir des difficultés si on a des substrats qui sont sensibles à ces conditions acides. Alors on verra qu'il y a des façons d'améliorer les choses. Alors, rapidement, ce type de réactifs, comme on le verra par la suite, sont relativement onéreux, mais très simples à synthétiser à partir du trichloroacétonitrile en présence d'alcool benzylique et d'hydrure de sodium en quantité catalytique. On peut préparer des larges quantités de ce type de réactif. Alors, la troisième condition qui est intéressante, c'est les conditions qui sont neutres. Et dans ce cadre, il y a quelques années, il y a un réactif qui est très intéressant qui a été développé par le groupe de Dudley aux États-Unis. C'est ce type de composé. Ce sont des triflates de 2-benzyloxy-1-méthylpyridinium. Donc, ce sont des composés qui, quand on les chauffe à reflux d'un solvant, principalement du 1,2-dichloroéthane, on va avoir une fragmentation qui va avoir lieu ici. On va libérer le cation benzylique, et comme précédemment, ce cation benzylique va réagir avec l'alcool pour conduire à l'éther benzylique souhaité. Alors, c'est un réactif aussi qui est facilement synthétisé en 2 étapes. Il suffit de traiter de la 2-chloropyridine avec l'alcoolate de l'alcool benzylique. On obtient un premier intermédiaire issu d'une réaction tout simplement de substitution nucléophile aromatique. Et le premier intermédiaire obtenu est traité ensuite par du triflate de méthyle pour avoir le réactif de Dudley. Alors, toujours dans les conditions neutres, on peut utiliser le côté halogénophile de l'argent. Donc, on va utiliser des sels d'argent en quantité stoichiométrique, en particulier du carbonate d'argent qui va venir activer l'halogène, soit un atome de brome comme ici, soit un atome d'iode, si on utilise bien sûr de l'unure de benzyle. Donc ça, c'est une autre méthode qui est intéressante pour faire des réactions d'éthérification en milieu neutre, mais compte tenu du coût des sels d'argent, c'est plutôt utilisé sur des petites échelles. Alors, on va regarder maintenant différents exemples concernant ces méthodes. Dans un premier temps, on va examiner cet exemple qui a été publié dans la littérature dans le cadre de la synthèse de dérivés de prostaglandine. Donc, les auteurs, à partir de ce cyclopentanol trisubstitué, avec ici ce motif bêta-hydroxyester, ils l'ont traité avec le trichloroacétimidate de benzyle, en présence, comme on l'a mentionné précédemment, d'acide triflique, et ils ont obtenu, avec un excellent rendement à l'échelle de 2 grammes, le produit benzylé. Donc, ce qui montre bien l'intérêt de cette méthode. Alors, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que ces réactifs de type trichloroacétimidate de benzyle ou les autres dérivés sont des composés qui sont des liquides, qui sont très sensibles à la chaleur et très sensibles à l'humidité. Alors, plus récemment, il y a eu une amélioration qui a été portée avec l'utilisation de ce type de réactifs. Alors, ce sont en quelque sorte des équivalents des trichloroacétamidates de benzyle, dans le sens où on va avoir dans ce cadre la libération d'un cation benzylique. Alors, l'intérêt de ces composés, d'une part, c'est que ce sont des composés qui sont cristallins, solides, stables à l'air, et on peut voir que dans leur structure, on a ici une unité imidate de benzyle, donc c'est en quelque sorte un trimère de cette unité imidate de benzyle, et ce sont des composés qui peuvent facilement générer au moins 2 équivalents de cations benzyliques, et on le voit très bien sur cet exemple, où des auteurs ont utilisé ce diol comme produit de départ, donc un diol avec une fonction ici alcool secondaire, un alcool tertiaire, et en utilisant 0,4 équivalent de ce réactif, en présence toujours
d'acide triflique, eh bien, il y a une protonation qui est possible ici, puisque dans ce cas-là, on a au niveau du cœur de ce réactif un motif triazine, et ce motif triazine est un motif qui est déficient en électrons, qui va jouer en quelque sorte le même rôle que le motif CCl3 dans le trichloroacétamidate de benzyle, donc qui va permettre ici la formation aisée d'un carbocation benzylique et qui permet ici la protection de cette fonction alcool secondaire avec un rendement qui est de l'ordre de 50-55%. Alors, le rendement est relativement modeste puisque dans ce cas-là, eh bien, les auteurs ont montré aussi qu'il y avait une éthérification de l'alcool tertiaire, hein, qui est un alcool qui est encombré et qui montre bien la puissance de ce type de réactif. Alors, quand on utilise ces méthodes, il y a vraiment une chose auquel il faut faire vraiment attention, c'est le côté anhydre des solvants. Il faut vraiment avoir des solvants qui sont anhydres et toute trace d'eau eh bien, va faire la chose suivante, elle va réagir avec le carbocation benzylique, conduire à la formation de l'alcool, et cet alcool eh bien, va réagir avec ce réactif pour conduire à la formation du dibenzyl éther. Et ce dibenzyl éther, quelquefois, est difficile à séparer du produit benzylé attendu, et ça pose quelquefois un certain nombre de problèmes, d'où l'importance d'avoir des solvants anhydres et parfois rajouter du tamis moléculaire pour avoir un milieu qui soit parfaitement anhydre. Alors, on le voit très bien ici, hein, les auteurs ont essayé la méthode d'éthérification de Williamson en passant via l'alcoolate et on voit que le rendement est excessivement faible. Ça fait partie de ces composés avec ce motif bêta-hydroxyester, hein, qui sont sensibles au milieu basique et on doit sûrement avoir comme sous-produit eh bien, des réactions de rétroaldolisation qui montrent bien l'importance d'avoir des conditions en milieu acide pour ce type de substrat. Alors, on va examiner un autre exemple qui est intéressant, toujours dans ces formations d'éther benzylique, cette fois-ci dans des conditions neutres. Donc c'est quelque chose qui a été publié dans le cadre de la synthèse totale de ce produit naturel, hein, qui est un sesquiterpène tricyclique. Et dans ce cadre, eh bien, les auteurs ont traité cet alcool par le réactif de Dudley. Hein. Donc, on voit bien les conditions standards pour faire des éthérifications avec ce réactif. On est au reflux d'un solvant de type dichloroéthane 1,2. Hein. L'effet thermique fait qu'on va libérer le carbocation benzylique et ce carbocation benzylique va pouvoir protéger comme précédemment cette fonction alcool pour obtenir le produit souhaité, hein, avec un rendement tout à fait correct à l'échelle de 2 grammes. Alors, pour ce réactif, et quand Dudley a publié cette méthode, la chance qu'il a eue, c'est de pouvoir trouver un réactif qui est additionné au mélange réactionnel, qui est de l'oxyde de magnésium. Et cet oxyde de magnésium a un rôle clé. Alors, l'oxyde de magnésium qui est utilisé doit être au préalable séché à 140 degrés pendant à peu près une dizaine d'heures sous vide, de telle manière à avoir un oxyde de magnésium parfaitement anhydre. Et celui-ci va avoir un double rôle. Son premier rôle, ce sera éventuellement d'aller piéger les dernières traces d'eau présentes dans le milieu, hein, pour éviter la formation de l'alcool benzylique. Mais son rôle principal est de piéger un acide qui se forme lorsqu'on fragmente ici ce réactif de Dudley pour libérer le carbocation. Et bien, comme on peut l'imaginer, on va former du triflate d'hydroxyméthylpyridinium, qui est un acide assez fort. Et il faut absolument le piéger. Et l'oxyde de magnésium le fait tout à fait de façon efficace. Et on piège donc cet acide sous cette forme. Et ça, c'est quelque chose qui est clé dans cette utilisation du réactif de Dudley. Alors, comme précédemment, les auteurs avaient tenté d'utiliser la méthode qui est quand même globalement la plus simple pour faire des éthers benzyliques, c'est la méthode de Williamson, et on le voit très bien ici en traitant cet alcool par de l'hydrure de potassium et du bromure de benzyle, on obtient bien un produit benzylé, mais on se rend compte en examinant la RMN
de près qu'on a une réaction totale d'inversion de ce centre en position 7. Alors, les auteurs l'ont expliqué de manière relativement simple, hein, en disant, eh bien, en milieu basique, on fait l'alcoolate, on obtient cet alcoolate qui va subir une réaction de rétroaldolysation pour conduire à la libération de cet aldéhyde et former cet anion stabilisé en alpha de cette fonction éthylester. Et dans un deuxième temps, eh bien, on a de nouveau une réaction d'aldolysation, mais cette fois qui va conduire à l'aldol thermodynamiquement le plus stable, qui sera piégé par le bromure de benzyle. Et c'est ce qui explique l'inversion de configuration lorsqu'on travaille en milieu basique avec des substrats qui sont sensibles. Et c'est un cas qui l'illustre tout à fait bien. Alors, on a vu un petit peu comment on pouvait introduire des éthers benzyliques dans différents types de structures avec des fonctions alcool. Alors, comme vous le savez tous, hein, d'une manière générale, pour couper des groupements benzyles, on va utiliser des conditions d'hydrogénolyse. Donc, c'est de l'hydrogène ou un composé donneur d'hydrogène. On peut penser, par exemple, au cyclohexadiène 1,4 ou au formylate d'ammonium et à un catalyseur qui est le palladium sur charbon. Ces conditions d'hydrogénolyse sont aussi des conditions d'hydrogénation. Et souvent, dans des séquences réactionnelles, il y a des situations où on souhaiterait bien utiliser ces réactions, ces conditions d'hydrogénation pour hydrogéner une double, une triple liaison, ou réduire, par exemple, un azoture en amine. Mais si on a, bien sûr, dans cette molécule, un groupement benzyle, eh bien, on a un risque important de faire la réaction d'hydrogénolyse. Et cet exemple le montre tout à fait. Hein. À partir de ce composé qui est un composé de type dihydropyrane tétrasubstitué, eh bien, les auteurs se sont placés dans des conditions d'hydrogénation qui sont aussi, bien sûr, des conditions d'hydrogénolyse. Ils ont obtenu l'hydrogénation diastéréosélective de cette double liaison, de ce motif alcool allylique, mais aussi, bien sûr, l'hydrogénolyse du groupement protecteur qui, dans ce cas-là, n'était pas souhaitée. Alors, quand on regarde la littérature, il y a énormément d'exemples et de travaux qui ont été faits pour essayer d'empêcher, dans un cas comme celui-ci, des réactions d'hydrogénolyse. Donc, c'est-à-dire, il faut à un moment ou à un autre désactiver le palladium sur charbon. Il y a tout un tas de littérature dans ce sens. Hein. On peut rajouter de la pyridine, on peut rajouter des dérivés de la pyridine comme la 2,6-lutidine ou aussi des amines tertiaires. Et il y a quelque chose qui est très simple à faire, eh bien, c'est de tout simplement rajouter de la triéthylamine comme c'est le cas ici. Donc les mêmes auteurs ont repris les mêmes conditions opératoires, ont rajouté 2 équivalents de triéthylamine, donc en quelque sorte désactiver le palladium sur charbon. Et comme on peut le voir ici, eh bien, ils ont pu faire l'hydrogénation diastéréosélective de leur double liaison sans affecter pour au moins la fonction alcool protégée sous forme d'éther silylé. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, qu'on a d'ailleurs utilisé et qui est vraiment très efficace. Alors, il y a une autre façon de s'y prendre, c'est ce qui a été décrit ici par ces chimistes japonais qui ont préparé un catalyseur au palladium désactivé. Donc, c'est un catalyseur qui est très simple à préparer. Il suffit de mettre en suspension du palladium sur charbon et de rajouter un très large excès d'éthylène diamine. On agite le tout pendant à peu près une journée et ensuite on filtre et on obtient un palladium sur charbon qui est désactivé. Et les études qui ont été menées par la suite ont bien montré qu'on avait un complexe palladium-éthylène-diamine dans un rapport 1 pour 1. Et ça, c'est un excellent catalyseur pour répondre à la problématique qu'on a évoquée précédemment. Et là, vous avez un autre exemple avec cette énone. Eh bien, cette énone traitée dans des conditions d'hydrogénation avec ce palladium désactivé, eh bien, est hydrogénée et on n'affecte pas, bien sûr, les groupements benzyliques. Alors ça, c'est un catalyseur aussi qui est vraiment très intéressant. Et si vous avez dans votre substrat une fonction amine protégé sous forme de groupement de type CBZ, eh bien, le groupement de type CBZ ne sera pas coupé. Les seuls groupements benzyliques qui sont coupés dans ces conditions, c'est les groupements benzyliques sur des esters benzyliques
Donc là, dans ce cas-là, les esters benzyliques sont des protégés. Alors là, on a vu un cas assez particulier, c'est on ne souhaite pas couper les groupements benzyliques par hydrogénolyse, mais on souhaite faire de la chimie sur d'autres fonctions par une réaction d'hydrogénation. Alors maintenant, on va voir un petit peu le cas inverse, et c'est ce qui nous intéresse le plus souvent dans des séquences réactionnelles, c'est de se débarrasser des groupements benzyles. Alors, comme on l'a vu, la réaction qui est très utilisée, c'est les réactions, somme toute, d'hydrogénolyse. Et là, vous avez un exemple avec ce chromane qui est substitué en position 7 par ce groupement benzoyle. Donc, les auteurs ont utilisé des conditions typiques d'hydrogénolyse. Ils ont pu effectivement se débarrasser des fonctions de type éther benzylique pour obtenir le triol souhaité. Mais il y a eu un problème, comme on peut le voir, c'est qu'ils sont passés d'un groupement benzoyle en position 7 à un groupement benzyle en position 7. Ce n'était pas bien sûr ce qui était souhaité. Et d'une manière générale, il faut toujours avoir en tête que dès qu'on a une fonction carbonyle sur un carbone benzylique, que ce soit un carbonyle de cétone ou un carbonyle d'aldéhyde, dans ces conditions d'hydrogénolyse, eh bien, on va avoir une réaction d'hydrogénation du carbonyle en alcool correspondant, et ensuite, eh bien, on aura une réaction d'hydrogénolyse de cet alcool, ce qui est le cas ici, et ce qui est très fréquent. Et on a eu, par exemple, au sein d'Atlanchim Pharma, des exemples où on avait en position benzylique un éther méthylique. Eh bien, cet éther méthylique, dans ces conditions d'hydrogénolyse, était lui aussi coupé. Alors, la façon de s'en sortir, eh bien, c'est d'utiliser une méthode sans hydrogène. Et bien sûr, ce qui est très utilisé, ce sont les acides de Lewis, en particulier BCl3. Et c'est ce qu'ont fait les auteurs dans ces travaux. Ils ont traité ce substrat par un léger excès de BCl3 dans le dichlorométhane, et ils ont pu obtenir une coupure des éthers benzyliques très efficace, avec un rendement de 92%, bien sûr, sans affecter ce carbonyle à ce niveau. Alors, il y a tout un tas de possibilités avec ces acides de Lewis. Il y a aussi des combinaisons d'acides de Lewis et de bases molles, de nucléophiles mous, qui peuvent être utilisés. Et là, vous avez un exemple qui a été publié dans le cadre de la déprotection de ce dérivé de type resveratrol, avec en position 4' cette fonction acétate qui est relativement sensible quelquefois à différents types de conditions opératoires. Et pour cela, eh bien, les auteurs ont traité ce composé par un large excès d'éthérate de BF3 en présence de diméthylsulfure dans du dichlorométhane à température ambiante. Donc c'est comme tout à l'heure, on va former l'AD complexe, et bien sûr, une fois que l'AD complexe est formé ici, donc c'est le BF3 qui va venir coordonner cet oxygène. On va avoir le diméthylsulfure qui va venir attaquer cette position benzylique pour conduire à la coupure. Donc on obtient ce composé avec un rendement qui est correct, mais là, il ne faut pas oublier qu'on est sur des échelles qui sont très importantes. Alors chez Atlanchim Pharma, on a une bonne pratique de ce type de situation, et on a remarqué la chose suivante, c'est que dans un cas comme celui-ci, il faut mieux faire un quench inverse. C'est-à-dire qu'il faut mieux prendre le milieu réactionnel et le verser. Et dans le cas qu'on a sous les yeux, les auteurs ont fait la chose suivante, c'est qu'ils ont additionné une solution aqueuse de NaHCO3 au milieu réactionnel, et c'est là qu'on commence à avoir des réactions secondaires qui ont lieu, qui vont faire baisser le rendement. Et ce qu'il faut faire, c'est comme je l'indiquais à l'instant, c'est prendre le milieu réactionnel et le verser sur une solution glacée d'hydrogénocarbonate de sodium. Et dans ces cas-là, on a toujours des rendements qui sont bien supérieurs à ceux qu'on a quand on fait un traitement, disons, classique. Alors, il y a aussi une autre façon de couper des éthers benzyliques en utilisant toujours des acides de Lewis. Et il y a un couple qui est très efficace, c'est AlCl3 en tant qu'acide de Lewis, et utiliser des composés de type diméthylaminoaniline.
Et c'est très efficace là aussi pour s'affranchir des groupements protecteurs benzyliques. Et vous avez un exemple sous les yeux avec ce substrat de type thiazole, triazole. Donc le rendement est relativement modeste, mais ça reste quand même des méthodes qui sont très utilisées et qui sont très intéressantes. Alors du point de vue du mécanisme, c'est toujours la même chose, hein. L'acide de Lewis va venir coordonner cet oxygène. On va former cet ate complexe. Et dans ces conditions, quand on utilise la NN-diméthyl aniline, eh bien, on a un système aromatique qui est très riche en électrons et on a une coupure qui est en quelque sorte selon un mode alkylation de Friedel-Crafts, c'est-à-dire que cette aniline va venir attaquer par la position para ce carbone benzylique, coupure de cette liaison, et ce qui permet d'obtenir, après hydrolyse, eh bien, l'alcool déprotégé. Alors, historiquement, les gens avaient utilisé à la place de la NN-diméthylaniline l'anisole. Et bien sûr, l'anisole, c'est un noyau aromatique qui est bien moins riche en électrons. Et dans ce cas-là, eh bien, ce type de séquence était bien moins efficace, hein, puisque la réaction de type alkylation de Friedel-Crafts l'était moins compte tenu du noyau aromatique qui était, dans ce cas-là, bien plus pauvre en électrons. Et il y a aussi un composé qui est très efficace toujours dans ce cadre-là, c'est l'utilisation de thioanisole. Alors si on utilise du thioanisole, eh bien la coupure se fera par l'attaque du soufre sur la position benzylique ici. Et il y a des auteurs qui ont montré cet aspect, puisque dans les milieux réactionnels, ils ont pu isoler le cation du benzyl méthyl phényl sulfonium, ce qui montre bien que le type de coupure est légèrement différent. Et de toute façon, toutes les méthodes qu'on vient de voir, toutes ces combinaisons sont d'une manière générale très efficaces, hein, pour couper des groupements de type éther benzylique. Alors, toujours dans les coupures, il y a eu un autre type de conditions opératoires qui peuvent être utilisées. Ce sont en particulier les conditions opératoires de type Birch. Donc la réduction de Birch utilise de l'ammoniac liquide. Donc l'ammoniac liquide, c'est un solvant en quelque sorte qui bout à moins 33 degrés. Pour faire ces conditions de Birch, il faut avoir de l'ammoniac de très bonne qualité. Et c'est toujours compliqué. Quelquefois, on est obligé de la distiller. Donc ça, du point de vue mise en place, c'est toujours très compliqué. Donc il y a, disons, une alternative, c'est d'utiliser des arènes radicales anions réducteurs de ce type, qui sont des composés qui sont très simples à préparer. Il suffit de prendre, comme dans le cas ici, du diterbutyl 4,4'-diphényl, de le mettre en solution à 0 degré dans du THF et de rajouter du lithium. Et au bout de 5-6 heures, eh bien, on a formé complètement cet anion radical. Et cet anion radical a une coloration verte-bleue très intense et on peut l'utiliser tel que, alors il a une stabilité relative à 0 degré, hein, faut l'utiliser en général dans la journée. Et là, vous avez un exemple qui est très intéressant, hein, puisque là, les auteurs ont utilisé un système hautement fonctionnalisé, hein, puisque vous avez ici un groupement nitrile, vous avez un motif de type alcool allylique tertiaire, hein, qui sont toujours enclins à se réarranger. Et bien en utilisant cette technique avec cet anion radical, comme on peut le voir, il y a un rendement qui est excellent, hein, et on est à l'échelle de 1 gramme. Alors la procédure est relativement simple, hein. Vous mettez votre substrat en solution dans le THF. Alors en l'occurrence, ils ont additionné 3 équivalents de terbutanol. Comme dans les réductions de Birch, c'est pas toujours nécessaire d'additionner une source protique, en particulier du terbutanol. Ça marche aussi bien sans. Donc là, ils l'ont utilisé. Donc ils sont à basse température, moins 78 degrés. Et ils vont rajouter la solution de cet anion radical. Et ça va se faire un peu comme un dosage. Dès que l'anion radical est en contact avec le substrat, il y a une réaction qui se fait. Il y a une réaction de décoloration. Et à partir du moment où la coloration vert-bleu est persistante, eh bien, on arrête l'ajout du réactif, on attend 15 minutes et ensuite on acidifie en rajoutant de l'acide acétique. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est très efficace et il faut savoir que compte tenu du mécanisme, hein, qui est un double transfert monoélectronique, il faut 2 équivalents de cet anion radical par éther benzylique à couper.
Alors, pour revenir maintenant à des dérivés de type éther benzylique, il y a bien sûr les paraméthoxybenzyles qui sont très utilisés. Donc là, on a un exemple de synthèse d'un éther de type paraméthoxybenzyle. Donc en l'occurrence, en partant avec cette cette bêta-hydroxycétone, bien on la traite avec un réactif de type trichloroacétamidate de paraméthoxybenzyle, hein, dans des conditions acides. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de rajouter un large, une quantité importante d'acide triflique, parce que dès qu'on protonne ici, eh bien, le cation se forme très rapidement, parce que c'est un cation dû à la présence de ces méthoxy qui se forment bien plus facilement. Donc, dans ce cas-là, on pourrait même utiliser de l'éthérate de BF3 ou voire même de l'acide parathenoïl sulfonique. Donc, c'est une méthode là aussi qui est très efficace pour faire des éthers benzyliques, puisque là, on a encore un substrat qui serait vraiment sensible au milieu acide. Alors, pour la coupure, comme vous le savez, eh bien, c'est relativement simple, hein. On le voit très bien sur cet exemple. Donc, le composé, après un certain nombre d'étapes, on a cet intermédiaire-là. Et pour se débarrasser de l'éther de type paraméthoxybenzyle, eh bien, on va faire un traitement tout simplement par le DDQ et on obtient le composé souhaité. Alors, pour terminer sur ces composés de type éther benzylique, c'est un petit peu ce qu'on avait décrit au tout début. Quand vous rajoutez un méthoxy en position 2, vous avez une possibilité de stabiliser de manière encore bien plus efficace le carbocation potentiel qui se forme en position benzylique. Donc là, on peut, dans ce cadre-là, faire des coupures de ce type d'éther, de type diméthoxy 2,4-benzyle en milieu acide en utilisant en général tout simplement de l'acide trifluoroacétique. Et dans ce cas-là, on a des rendements, comme vous pouvez le voir, qui sont excellents. Alors, comme on est dans la problématique des éthers benzyliques, on a souvent des petites difficultés à les couper, hein, et à les introduire. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est d'utiliser des groupements protecteurs de type benzyloxyméthyléther, dont des groupements de type BOC. Alors, certes, ils n'ont pas la même stabilité que les éthers benzyliques, mais comme on va le voir, ils sont bien plus faciles à préparer et ça permet d'éviter toutes ces conditions basiques, voire utiliser des réactifs sophistiqués comme on l'a vu il y a un instant. Et donc, on a un exemple ici qui est relativement intéressant où on va utiliser ce réactif, hein, qui est le chlorométhylbenzyle éther, hein, qui est un réactif qui est commercial, mais en général, quand on l'achète, il y a des quantités vraiment importantes de chlorure de benzyle. Donc, c'est quelquefois plus simple de le faire soi-même. Il y a une très bonne procédure qui a été publiée dans Synthesis. Et dans ce cas-là, on a affaire à un alpha-chloroéther, donc un électrophile qui est très puissant et qui va réagir tout simplement avec l'alcool. On n'est pas obligé de passer par la case alcoolate dans des conditions qui sont très douces, hein. Cette amine tertiaire est juste là pour piéger l'HL qui va se former et on peut obtenir l'alcool protégé sous forme de groupement de type BOM. Alors ensuite, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes qui a été réalisées dans cette séquence. Et à la fin, eh bien, on va faire tout simplement une coupure par hydrogénolyse. On coupe cette liaison carbone-oxygène. On forme dans un premier temps l'hémiacétal qui va très vite libérer du formaldéhyde et conduire à l'alcool. Donc ça peut être quelquefois une alternative à l'utilisation d'un groupement de type éther benzylique avec en tête, hein, le fait que ce sont des composés qui sont quand même sensibles au milieu acide et sensibles au milieu acide de Lewis. Mais quelquefois, ça peut être un excellent compromis. Alors, on va passer maintenant à tout ce qui est protection des fonctions amines sous forme d'amines de type N-benzyle. Alors, le problème qui se pose, et on l'a déjà évoqué un petit peu au début de cette présentation, c'est que vous allez avoir affaire à des
produits de départ qui seront des amines. Donc, vous avez bien sûr le risque d'avoir une réaction de désactivation, comme l'a fait la triéthylamine dans l'exemple qu'on a examiné ensemble. Donc, on a intérêt à faire la chose suivante. Si on veut avoir une réaction de débenzylation qui se fait de manière efficace, eh bien, il faut protoner cette amine pour avoir le chlorhydrate correspondant quand on utilise de l'HCl, ce qui est couramment utilisé. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut, d'une manière efficace, couper cette liaison carbone-azote, et c'est souvent ce qui est fait. Et ce qui montre bien la problématique de la basicité des amines qui empoisonnent les catalyseurs palladiers dans le cadre des réactions d'hydrogénolyse. Alors, là, il y a un exemple qui pointe vraiment ce problème de basicité des amines. C'est quelque chose qui a été publié en 2020. C'est des travaux qui ont été publiés donc par les chimistes d'AstraZeneca dans le cadre de la montée en échelle pour la préparation de ce composé, qui est un composé qui est en phase clinique et qui est un antibactérien. Et ils ont eu pas mal de soucis avec cette étape de débenzylation par hydrogénolyse pour obtenir cette 4-aminopyridine, protégée ici avec un groupement protecteur de type Boc. Alors, ce qui faisait de manière générale, c'est que cette amine était d'abord protonée sous forme de chlorhydrate et ensuite il faisait la réaction d'hydrogénolyse. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'ils avaient des problèmes de reproductibilité, des rendements qui étaient quelquefois variables selon les lots. Et en regardant d'un peu plus près, ils se sont rendus compte que tous leurs problèmes venaient du fait que le produit qu'ils utilisaient était pollué par des traces d'acétonitrile. Donc cette trace d'acétonitrile, dans des conditions d'hydrogénolyse, eh bien, l'acétonitrile était hydrogéné en méthylamine, et la méthylamine qui était générée in situ venait empoisonner le catalyseur. Donc, ils ont été vigilants dans un premier temps sur l'acétonitrile résiduel, et pour être sûr que même si elle a l'acétonitrile résiduel, eh bien, il n'y a pas d'empoisonnement du catalyseur, ils rajoutaient un léger excès d'acide acétique, ayant sans doute peur de couper leur groupement protecteur de type Boc. Alors, en général, il faut des acides un peu plus forts pour faire cette coupure, mais ayant optimisé ces conditions et ayant bien identifié le problème, ils ont pu faire cette réaction à grande échelle, puisque là, ce qui est décrit, c'est une hydrogénolyse qui a été faite à peu près sur plusieurs kilogrammes de produits de départ. Alors, toujours dans ces problématiques d'hydrogénolyse des amines benzyliques, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que très souvent, on utilise comme solvant du méthanol, du palladium type palladium de Perlman, comme c'est le cas ici, et on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que les catalyseurs palladiers sont bien sûr des catalyseurs d'hydrogénation, mais aussi des catalyseurs de déshydrogénation. Et quelquefois, dans des conditions dures, sur des temps de réaction qui sont très longs, quand on utilise du méthanol, eh bien, on a un risque d'avoir une déshydrogénation du méthanol en formaldéhyde, et ce formaldéhyde va réagir avec l'amine qui a été libérée. On forme selon le type d'amine soit l'imine, soit l'iminium, et bien sûr, dans ces conditions, l'imine ou l'iminium va être hydrogéné pour conduire à des dérivés de type N-méthylamine. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Et ça, c'est des choses qu'on a vues qui peuvent arriver. Alors, c'est relativement rare, c'est sûr, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et souvent, les gens vont utiliser à la place du méthanol, ils vont utiliser de l'éthanol. Et là, vous avez un exemple qui a été publié récemment, qui concerne la synthèse de ces diazépines. Et les auteurs ont voulu faire la réaction de débenzylation à partir de ce substrat. Ils se sont placés dans des conditions typiques du catalyseur de Perlman. Donc, on génère in situ un palladium 0 à 20% sur le charbon. Donc, c'est un catalyseur formé in situ qui est très efficace. Ils ont pris de l'éthanol et ils avaient comme cahier des charges de ne pas utiliser de source protique pour faire la protonation sous forme d'ammonium. Donc, ça veut dire que le prix à payer, c'est d'utiliser des temps de réaction qui sont bien plus longs et des conditions qui sont bien plus dures. Et bien, dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont observé la formation de ce dérivé de type N-éthylamine, qui est lié au processus de déshydrogénation du solvant, formation d'acétaldéhyde et le processus tout simplement d'amination réductrice.
Alors pour pallier à ce problème, eh bien, ils ont utilisé cet alcool qui est le trifluoroéthanol, et dans ce cas-là, dû à la présence du motif CF3, eh bien, la déshydrogénation en aldéhyde est, disons, impossible, ce qui leur a permis d'obtenir le composé souhaité avec un excellent rendement à l'échelle de plusieurs grammes. Alors, il y a toujours des difficultés avec la coupure des amines benzyliques, et il y a une réaction qui est vraiment intéressante, qui est la réaction de Van Braun. Donc la réaction de Van Braun, c'est une réaction qui est relativement ancienne, hein, qui date des années 1900, et qui est une réaction à l'origine de désalkylation d'amines tertiaires en amines secondaires. Donc l'amine tertiaire était traitée par du bromure de cyanogène, ensuite il y avait un traitement en milieu acide, et on obtenait l'amine secondaire. Alors cette réaction a été en quelque sorte un peu modernisée, et vous avez un exemple ici qui montre bien la pertinence de ces conditions de type réaction de Van Braun, où on a utilisé ici cette amine N-benzylée en présence d'un chloroformiate de trichloroéthyle. Dans ces conditions, qui sont des conditions relativement douces, on va former cet intermédiaire de type amine quaternaire. Donc, la formation de l'amine quaternaire conduit à l'expulsion d'un chlorure, et ce chlorure va revenir réagir avec cette amine quaternaire, ce sel, en position benzylique, de telle manière à induire la coupure de la liaison carbone benzylique azote. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas l'amine complètement déprotégée, mais on a l'amine qui est protégée sous la forme d'un groupement de protecteurs de type TROC, qui est, d'une manière générale, bien plus facile à couper, surtout en fin de synthèse. Et c'est ce qui a été fait ici, hein. Cet intermédiaire a été utilisé dans un certain nombre d'étapes pour aboutir à cet intermédiaire avancé. Et dans la dernière étape, eh bien, les gens ont utilisé tout simplement des conditions classiques de coupure des groupements protecteurs de type TROC, hein, en présence de zinc métallique dans une solution aqueuse d'acétate d'ammonium. Il y a une insertion du zinc dans cette position, hein. On forme ce zincique qui va fragmenter et expulser du dichloro-1,1-éthane. L'acide carbamique va bien vite se décarboxyler et on obtient ainsi ce composé. Donc c'est une méthode qui est très intéressante, qui est une très bonne alternative à tout ce qui est réaction d'hydrogénolyse, en particulier pour tout ce qui est des protections des amines benzyliques. Alors, juste pour terminer, on va rester aussi sur des réactifs qui sont, disons, peu utilisés, peut-être sous-utilisés dans des cas où on a toujours des difficultés pour se débarrasser des groupements protecteurs. Et là, on va terminer avec les groupements protecteurs de type CBZ. Alors, les groupements de type protecteur CBZ, il y a énormément de méthodes pour pouvoir les couper, hein. C'est tout ce qui est hydrogénolyse, l'utilisation aussi d'acide de Lewis en présence ou non de composés soufrés, hein. Je pense au couple éthérate de BF3 diméthylsulfure qui sont très efficaces dans ce cadre-là. Il y a là aussi une méthode alternative qui est vraiment efficace, c'est l'utilisation de l'iodure de triméthylsilyle. Alors, l'iodure de triméthylsilyle, c'est un réactif qu'on peut faire facilement en mélangeant du chlorure de triméthylsilyle avec de l'iodure de sodium ou de l'iodure de potassium. Et ce composé est vraiment très intéressant parce que vous avez un côté ici TMS+, donc vous avez un côté acide de Bronsted. C'est pour ça d'ailleurs que les anglo-saxons l'appellent le fat proton, et un côté en quelque sorte acide de Lewis, et en face vous avez un excellent nucléophile. Et comme on peut le voir sur cet exemple, hein, où les gens ont voulu déprotéger cet analogue en quelque sorte d'épipatidine, dont la fonction azote était protégée sous forme de ce benzylcarbamate, eh bien, on traite ce composé par un léger excès d'iodure de triméthylsilyle dans l'acétonitrile à 0 degré, donc ce sont des conditions qui sont très douces. Donc le TMS+, va venir coordonner l'oxygène, former ici un oxocarbénium, et le bromure va venir attaquer le carbone benzylique pour conduire à la formation de l'iodure de benzyle et cet acide carbamique silylé. Ensuite, il y a juste à faire un traitement en milieu protique
Donc ici, c'est méthanol, puis ajout d'HCl-AQ. Et ça, c'est vraiment très important parce que si vous faites une addition d'une solution, par exemple, une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium, eh bien, l'amine est libérée, elle n'est pas protonée, elle va directement réagir avec l'iodure de benzyle qui a été formé, et c'est bien sûr pas ce que vous souhaitez. Donc là aussi, c'est une méthode qui est très efficace pour couper des groupements de type CBZ et qui est peut-être pas suffisamment utilisée dans des cas où on a vraiment des difficultés. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter et qui sont un petit peu toutes les difficultés qu'on a eues au cours des contrats qu'on a réalisés pour nos clients. Et c'était un petit peu un retour d'expérience qu'on a essayé d'illustrer, bien sûr, par des exemples de la littérature pour des problèmes de confidentialité évidents. Alors, pour conclure, eh bien, j'aimerais d'une part vous remercier pour votre attention. En cette fin d'année pour Atlanchim Pharma, ça a été une année particulièrement bien remplie, hein, avec une centaine de contrats en 2021. L'équipe aussi s'est bien étoffée avec maintenant 9 chimistes à la paillasse. On a continué à, disons, acquérir et compléter notre expertise dans tout ce qui est synthèse de molécules marquées à froid. Et 2022 sera pour nous une année très importante, hein, puisque en 2022, Atlanchim Pharma va atteindre sa majorité, puisqu'on aura 18 ans au mois de mai. Alors, je voudrais, juste pour terminer, bien sûr, remercier Aurélie et Marie-Amélie pour l'organisation donc de ce webinaire, hein, et j'aimerais aussi remercier tous mes collègues chefs de projet d'Atlanchim Pharma pour les nombreuses discussions qu'on a eues au cours de ces 17 dernières années à travers les 1000 contrats qui ont été réalisés et aussi toutes les discussions qu'on a eues pour la préparation de ce webinaire. Donc, je les remercie vraiment sincèrement pour leur aide. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention et bien sûr, on est prêt à répondre à vos questions, hein, et je crois que c'est toujours le même système. Donc, je vais lire les questions et ensuite, j'y répondrai. Donc, je crois qu'on va passer maintenant en mode question. Alors, on me demande, y a-t-il une coupure chimiosélective possible entre un éther benzylique et un éther de paraméthoxybenzyle avec les anions radicaux qu'on vient de voir? Effectivement, il y a un certain nombre d'exemples qui montrent, en utilisant ces radicals anions réducteurs, qu'on peut effectivement couper un groupement de type benzyle sans affecter pour au moins le groupement de type paraméthoxybenzyle. Et ça vient du fait que du point de vue du mécanisme, ces réactions se font par double transfert monoélectronique. Donc, pour initier la coupure, on va, disons, transférer d'abord un électron, et il est bien plus difficile de transférer un électron à des systèmes de type paraméthoxybenzyle, parce que ce sont, comme on l'a vu, hein, des systèmes qui sont bien plus riches en électrons. Donc effectivement, il y a une chimiosélectivité qui est possible. Comme il y a une chimiosélectivité qui est possible quand on a un groupement de type benzyle et un groupement de type paraméthoxy, on pense toujours que les groupements benzyle sont stables avec le DDQ en particulier. Eh bien, on peut, dans certains cas, couper des groupements de type benzyle, mais il faut vraiment avoir un large excès de DDQ. Donc, c'est quelquefois aussi une alternative aux conditions d'hydrogénolyse ou d'acide de Lewis dans certains cas, et on voit ça quelquefois en synthèse totale, où les groupements de type benzyle sont coupés par du DDQ. Et d'une manière générale, il faut là utiliser un large excès de DDQ. Alors, on me demande, j'aurais une question. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de protéger une amine, de déprotéger une amine de type CBZ
protégé sous forme de CBZ, de matière orthogonale, lorsqu'on a une amine qui est protégée avec un BOC, en évitant l'hydrogénolyse. Alors, nous, c'est des choses qu'on a fait dans des cas assez proches, et ce qui fonctionne très bien, ce qui a très bien fonctionné pour nous, de mémoire, c'est l'utilisation de l'éthérate de BF3 avec du diméthylsulfure à 0 degré. Et on a des conditions qui sont relativement douces, et on peut éventuellement éviter ce type de coupure, ou alors tout bonnement utiliser des coupures avec des anions radicales réducteurs, hein, et dans ce cas-là, on n'aura pas de problème, puisqu'on aura la même réaction de coupure qu'on observe bien sûr avec les éthers benzyliques. Donc je pense que là, effectivement, il y a plusieurs possibilités pour avoir ce côté orthogonal, hein, préserver le groupement BOC en coupant l'amine. Alors j'ai une autre question qui concerne le choix du solvant pour les réactions d'hydrogénolyse des éthers benzyliques. Alors là, c'est toujours un éternel problème. Il faut savoir qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, et je pense à un papier qui a été publié il y a quelques années par le groupe de Griffins dans le journal de la Société chimique italienne, hein, OJ, où ils ont fait une étude, et ils montrent que pour les conditions d'hydrogénolyse, le moins bon solvant, c'est le toluène. Ensuite, vous avez des solvants type méthanol, éthanol. Il y a un très bon solvant qui est l'acide acétique, hein. Et aussi, ce qui donne de très bons résultats quelquefois, c'est le THF. Et quelquefois, de très bons résultats, et c'est assez surprenant, hein, au niveau compréhension, le pourquoi de l'efficacité des réactions d'hydrogénolyse dans le THF. Eh bien, comme il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt lors du prochain webinaire, hein, qui sera sans doute organisé au printemps 2022. Au revoir à tous, et merci encore d'avoir été présents cet après-midi avec nous.